thématique avec les 4 intervenants qui sont à mes côtés, qui vont partager évidemment avec nous leurs expériences dans ce domaine. On a une dame, Anne Bourgois. Vous êtes directrice des partenariats et du développement à la Villa Albertine. Merci d'être avec nous. À votre droite, Steven Leprisé, vous êtes artisan inventeur. Et à votre droite également, on a Éric de Dormael qui est sculpteur. Et juste ici, Loïc Turpin, directeur du développement et des relations internationales aux Manufactures Nationales, Sèvres et Mobilier National. Alors Anne, Steven et Loïc, vous revenez de New York pour l'événement We Design. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. C'est organisé par la Villa Albertine pour mettre en lumière les artisans d'art aux États-Unis. Avant cela, Loïc, on va présenter les Manufactures Nationales, puisque depuis le 1er janvier 2025, cela s'appelle les Manufactures Nationales Sèvres et Mobilier National, qui forment donc un établissement unique qui fusionne le mobilier national et la Cité de la Céramique Sèvres et Limoges, sous la présidence d'Hervé Lemoine. C'est une entité donc, qui vise à promouvoir l'excellence des métiers d'art, on va le voir, français bien entendu, à la fois sur le territoire national, mais aussi à l'international. Vous œuvrez au rayonnement du savoir-faire, du design et des arts décoratifs en France. Et vous poursuivez évidemment les missions historiques des manufactures nationales tout en vous adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Et on le voit ici grâce à ce salon Révélation. Alors parmi les grands projets qui se déploient cette année, vous avez pour ambition de promouvoir les métiers d'art français sur la scène internationale avec de nouvelles initiatives, un programme de résidence pour designers et artisans, la relance aussi des décors d'ambassade en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et enfin, le lancement, on l'a là ici, vous allez pouvoir la consulter tout à l'heure, cette revue The French Savoir-Faire. Vous avez gardé évidemment cette appellation en français, une revue dédiée aux métiers d'art et qui est donc en langue anglaise. Voilà pour la présentation. Première question, pourquoi, à votre avis, le marché nord-américain représente-t-il un enjeu stratégique pour les manufactures nationales qui ont ce nom donc, depuis le début de cette année 2025 ? Merci. C'est un enjeu parce que c'est d'abord une stratégie, celle des manufactures nationales, de promouvoir les arts décoratifs à travers le monde. On a, depuis 4 ans, sous la présidence d'Hervé Lemoine, remis en place une véritable politique de rayonnement des métiers d'art et des savoir-faire. C'est dans l'essence et dans l'ADN des manufactures nationales. Ça fait 4 siècles que nos manufactures promeuvent l'art de vivre et au travers des arts de la table, au travers des arts décoratifs à travers le monde. L'enjeu, c'est de structurer une politique publique en termes de promotion des savoir-faire. Sam le disait tout à l'heure sur la Villa Médicis, mais nous sommes aussi sous tutelle du ministère de la Culture. Donc notre enjeu, c'est de promouvoir une politique culturelle de rayonnement par le patrimoine, par la création, mais c'est aussi de développer une politique de soutien économique. Et pour revenir au marché nord-américain, on sait que les États-Unis sont un marché fort. Environ 25% du business mondial se passe aux États-Unis dans le champ des arts décoratifs. Je parle sous le contrôle d'Isabelle Duberne et de Invisible Collection qui connaît le marché américain par cœur et qui me corrigera. Mais on sait que c'est aussi une vitrine et une porte d'entrée très forte pour nos savoir-faire. Et par ailleurs, c'est un véritable lien historique et culturel que nous avons avec les États-Unis, puisque ça fait 2 siècles depuis Zuber, depuis que les arts décoratifs ont toujours été un lien fort transatlantique. C'est d'ailleurs les transatlantiques qui ont été un moment de rayonnement dans l'entre-deux-guerres. Il y a même au cœur de la Maison-Blanche le meilleur des savoir-faire français, puisque des papiers peints panoramiques qui s'appellent, je crois, Vue d'Amérique du Nord, ça aurait été une bonne intitulé pour ce talk, sont placés au cœur de la Maison-Blanche. Donc on voit que même au cœur de la décision et du pouvoir, il y a toujours une présence des arts décoratifs. Anne vous le redira, mais l'année prochaine, on fête les 250 ans des relations France-États-Unis. Et on sait que ces métiers d'art et ces savoir-faire ont été toujours un fil rouge dans cet anniversaire. Très bien, merci pour cette présentation. Et évidemment, vous faites cela main dans la main avec Anne Bourgois, directrice des partenariats et du développement à la Villa Albertine, nouvelle institution qui a été créée en 2021 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien évidemment du ministère de la Culture, au même titre que la Villa Médicis à Rome, la Casa de Velasquez à Madrid ou encore la Villa Kuyoyama à Kyoto, qui est donc un espace culturel et éducatif qui promeut les échanges entre la France et les États-Unis, mais
en déplaçant, on va dire, le centre de gravité du lieu de résidence au territoire de résidence, car elle invite à explorer ce pays à partir de 10 grandes villes. Je vais les citer, comme ça vous évite, même si j'imagine que vous les connaissez par cœur, de les répéter. Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, la Nouvelle-Orléans, San Francisco et Washington. Comment vous faites comprendre justement au public de ces villes-là et plus largement à l'ensemble de la population américaine que les métiers d'art français ont une valeur culturelle et patrimoniale? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. Et alors, nous, il faut savoir que la villa est à la fois nouvelle et en même temps s'ancre dans une stratégie de diplomatie culturelle beaucoup plus ancienne, puisqu'on est le service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis. Donc, on a déjà, depuis très longtemps, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, initié des programmes de soutien et de rayonnement des artistes et des artisans français aux États-Unis. Donc, la Villa Albertine, c'est un moment où on a voulu relancer, redynamiser le principe de résidence, avec l'idée que, contrairement à... on n'a pas les moyens d'avoir un bâtiment accueillant les artistes. Et en fait, ce qui nous intéresse aux États-Unis, dans ce pays continent, c'est de faire rencontrer les artistes au plus proche de leur pairs. Et donc, on a imaginé un programme de résidence complètement décentralisé, c'est-à-dire que l'artiste, en fonction de son projet, va là où il veut aux États-Unis. Mais pour revenir au métier d'art, nous, à l'époque où Rima Abdul-Malak était attachée culturelle aux États-Unis, elle avait créé déjà en 2015 un programme de soutien au design français avec Audie Leno, qui est une partenaire très importante à New York, puisqu'elle travaille sur Wanted Design. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça prédate 2021. Très bien, merci pour cette introduction également. Loïc, quelle est la feuille de route des manufactures nationales à court terme et à moyen terme pour renforcer justement sa présence aux États-Unis et également au Canada? Alors, États-Unis, évidemment, Canada, avec un vrai potentiel de développement. Dans les deux cas, il faut souligner que les ambassades sont des écrins majeurs et des vitrines. L'ambassade de France à Ottawa comme l'ambassade de France à Washington ont toujours été considérés comme des éléments de style et d'art décoratif particulièrement reconnus. On y a toujours fait travailler nos artisans d'excellence. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Si ce lien culturel s'est cristallisé autour des métiers d'art, c'est parce qu'il y a une relation très forte entre ces deux pays. Sur la feuille de route, elle va s'appuyer sur cette histoire et sur cet héritage en termes patrimonial. Je dirais que l'axe 1, c'est la création. On soutient la création, on encourage les résidences, on développe les échanges entre les créateurs, les designers, les artisans, des deux côtés de l'Atlantique, avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller et Edwige le disait tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est le patrimoine. On sait qu'il y a une histoire forte des arts décoratifs en France qui valorise nos métiers d'art. Quand on fait une exposition au Bard sur la céramique de Sèvres, quand on fait une exposition au Clark sur la tapisserie des Gobelins, derrière, on emmène avec nous tout un univers, celui du geste, celui du savoir-faire. Et toutes ces collections, ce patrimoine, Arbus, Poira, Ruhlmann, je pense que c'est des noms qui font rêver aux États-Unis. C'est d'abord et avant tout des créations qui mobilisent un éventail de savoir-faire suffisamment large pour le valoriser en termes patrimonial. Le troisième volet, c'est l'aide et le développement au soutien économique, avec un enjeu, c'est celui de promouvoir nos designers, promouvoir nos artisans, toujours dans la création contemporaine, au travers les foires et les salons, à travers le pays, parce que comme Anne le disait, c'est un pays continent, donc il faut aussi savoir viser les bons territoires au bon moment. Alors justement, le marché nord-américain est vaste et hétérogène. Est-ce qu'il y a des territoires en particulier que vous ciblez, vous concentrez dans vos démarches ? Oui, on a aujourd'hui dans nos territoires cibles, évidemment New York, porte d'entrée de nos artisans français aux États-Unis. D'abord parce que la clientèle est là, le goût aussi du design et l'amour des métiers d'art français est à Manhattan. Je pense que Anne et Isabelle ne me contrediront pas sur le sujet.
Et puis évidemment, après les grands pôles économiques du pays, Los Angeles, Miami, côté Canada, Montréal et Toronto. Mais je dois dire qu'il y a une spécificité américaine, c'est aussi la présence d'une clientèle et d'un public dans des petites villes, Saint-Louis, Missouri, Williamsboro, Minnesota. C'est des villes qui ont des grands musées, c'est des villes où il y a des grands conservateurs, où nos expositions, comme notre marché, trouvent un intérêt. Donc on a les grandes villes stratégiques, mais on ne néglige pas non plus les petits points qui sont des axes centrales dans le développement économique pour les métiers d'art. Anne, quel rôle joue la Villa Albertine dans l'accompagnement plus précisément des artisans d'art qui souhaitent eux-mêmes conquérir le marché américain? Alors, donc, à la création de la villa, on a intégré les métiers d'art parmi toutes les caractéristiques artistiques qu'on promeut. Donc très, très tôt, dès le début, on a vraiment voulu mettre en avant les métiers d'art français parmi des écrivains, des cinéastes, etc. Et ça, grâce à la Fondation Bettencourt-Schuller qui nous a soutenus dès le début et qui a compris tout à fait l'intérêt de soutenir cette dynamique aux États-Unis. Parce qu'on a la même vision de rayonnement des talents français aux États-Unis. Et donc, on a imaginé, et avec notamment le Mobilier National, plusieurs niveaux d'accompagnement des résidents. D'abord dans leur recherche. Pour certains ont besoin de faire une recherche. Je pense à un ébéniste là, qui vient de finir sa résidence, qui travaillait sur l'objet mythique du rocking chair. Donc il est parti dans toute la région de Boston pour travailler sur cet objet-là. Par ailleurs, Steven, qui a été un de nos premiers résidents artisans, lui, on a construit toute une dynamique. C'est un très bon exemple, Steven, mais on en parlera un peu plus tard. Mais il est venu d'abord une première fois en résidence, puis en post-résidence, et aujourd'hui, il y a carrément... tu en parleras mieux que moi, toute une stratégie commerciale sur les États-Unis. Donc les résidences, c'est une première étape. Il y en a une autre au niveau du post-résidence où on accompagne nos anciens résidents à faire un projet concret aux États-Unis. Et grâce à WeDesign qu'on a mis en place depuis plusieurs années, on accompagne aussi sur des formats beaucoup plus courts, des programmes d'immersion, qu'on appelle d'immersion, sur 10 jours, des artisans, des designers, à la rencontre d'un public. Et là, il y a une volonté d'immersion dans le cadre économique. On sort de notre mission simplement culturelle, d'ailleurs qu'on partage en fait entre ce que vient de dire Loïc. On est un peu sur les deux tableaux. On sort de cette mission culturelle pour arriver sur le marché. Et ces programmes courts sont vraiment à destination d'artisans qui n'ont pas forcément le temps non plus de lâcher leur atelier pendant plusieurs mois, pardon. Et il y a aussi une volonté de démonstration de savoir-faire. Donc on vient de faire une exposition à la Villa Albertine au siège qui est sur la 5e avenue. On a accueilli ici 6 artisans. Et là, ce que vous voyez sur les écrans, c'est encore un autre projet. C'est finalement un peu la genèse de notre relation avec le Mobilier National, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail. On peut en parler maintenant, bien sûr. Ok. Donc, évidemment, comme le disait Loïc, notre relation est absolument naturelle en tant que service culturel de l'ambassade de France et avec le Mobilier National. Mais c'est vrai qu'on a initié un certain nombre de projets ensemble, et notamment l'aménagement de l'atelier de la Villa Albertine. Donc, la Villa Albertine a son siège sur la 5e avenue dans une magnifique mansion du Gilded Age américain. Qui était un cadeau de mariage, pour la petite information, de l'union de deux grandes familles américaines. Et au dernier étage, on avait ce salon qui avait été transformé au bureau et qui avait totalement perdu sa patte, qui initialement était l'atelier de Madame Payne. Et qu'on a, grâce à notre partenariat avec le Mobilier National, on a lancé un concours pour le réaménagement de cet espace. Donc on a lancé cet appel à projet en septembre 2021. On a reçu plus d'une 60aine de candidatures, il me semble. Et c'est Hugo Toro, ensemblier franco-mexicain, qui a remporté le concours.
et qui donc a imaginé cet ensemble. Donc tout ce que vous voyez là sur la photo, donc c'est totalement l'imaginaire d'Hugo. Et le Mobilier National lui a permis d'emprunter des pièces de la collection du mobilier. Donc ça, c'était notre première j'allais dire, action commune, mais on a très vite senti l'importance et la nécessité de travailler encore plus loin ensemble. Et donc, on a, en 2023, été sur Design Miami. On a fait un stand avec des artisans résidents de la Villa Albertine. On a travaillé sur le programme d'immersion ensemble. Et au fur et à mesure, on construit une relation entre le mobilier et la villa qui se déplace de plus en plus d'ailleurs à l'ouest, puisque on vient de lancer un appel à candidature pour un programme d'immersion à Los Angeles avec le laboratoire des pratiques durables du Mobilier National, à la rencontre, là pour le coup, des designers et de l'innovation. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les métiers d'art, enfin, l'artisanat français, les Américains le valorisent énormément, en ont évidemment conscience, on est le symbole de l'excellence, de la touche française, mais il y a aussi un enjeu de montrer qu'on est dans l'innovation. Et là, je pense que ce sera la part de Steven. Parce qu'il faut concilier à la fois la tradition des savoir-faire français avec les tendances culturelles et le design de ce territoire nord-américain. Exactement. Et donc, je vais prendre par exemple l'exemple de Chloé Ben Sahel, qui est une artisan, qui travaille le textile intelligent. Elle a fait une résidence au MIT, avec des applications qui dépassent même l'objet de son art, puisqu'elle est en relation donc avec le laboratoire d'innovation des arts et médias. Et elle est en discussion, parce que, en fait, donc, depuis sa résidence en 2023, elle est en discussion même sur des projets d'application dans la médecine, parce qu'en fait, les tissus, le textile, c'est un peu la même chose que notre peau. Et donc, voilà, je voulais insister là-dessus, puisque il y a effectivement le savoir-faire, la tradition, etc. Mais nous, on travaille énormément à ce que les talents français soient reconnus aussi dans leur capacité d'innover. Quels sont les métiers d'art que vous avez déjà accompagnés? Vous citiez Steven il y a quelques instants, mais vous avez d'autres exemples? Bien sûr. On a... Ceux que vous accompagnez en ce moment aussi, d'ailleurs. Oui, alors on a présenté Julien Vermeulen, plumassier. On a présenté Alice Rill en céramiste. L'année dernière, on avait Céline Salomon aussi, céramiste. On a Joseph Arzoumanov d'Edin qui a fait de la broderie d'or, qui était résident l'année dernière, plus jeune résident, je crois qu'il avait 23 ans, qui travaille la broderie et qui mêle les nouvelles technologies à la broderie. On a Eve Georges aussi, souffleuse de verre et designeuse, qui a travaillé avec le musée de Corning au nord de l'État de New York. Donc on essaye d'avoir un éventail évidemment très large des savoir-faire français. Et là, on voit l'innovation, notamment à travers cette slide, Loïc. Oui. L'innovation, c'est un point intéressant. Je parle sous le contrôle d'Edwige, parce que la Fondation Bettencourt-Schuller soutient ce laboratoire des pratiques durables au sein des manufactures nationales. L'idée, c'est d'en faire un incubateur, un centre de recherche sur la manière dont les métiers d'art peuvent répondre aux enjeux du XXIe siècle. Alors évidemment, on pense tout de suite aux enjeux de développement durable, et ça va être l'un de nos défis, mais on pense aussi à des enjeux comme celui de l'intelligence artificielle ou à aller plus loin dans la technique, parce que les métiers d'art sont évidemment des métiers séculaires, un patrimoine immatériel, mais qui ont toujours été en lien fort avec l'innovation. C'est pour ça que cette immersion qu'on lance avec nos artisans en Californie, on se déplace à l'ouest, mais on se déplace aussi dans une région de technologie, d'innovation permanente, où ça va vite, ce qui n'est pas toujours compatible avec le temps du savoir-faire. On extrait donc nos artisans de leur atelier pendant une dizaine de jours et on les emmène entre Los Angeles et San Francisco découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles matières,
une nouvelle forme d'intelligence de la main et on y est particulièrement sensible. C'est vraiment peut-être pour le partenariat entre Albertine et les manufactures nationales le nouveau tournant qu'on va prendre aux États-Unis et le tournant inédit, puisque je crois que ça ne s'est jamais fait. D'ailleurs, pas mal de pays nous sollicitent aujourd'hui pour venir avec nous sur cette nouvelle forme d'ingénierie culturelle qu'on est en train de monter. Pour suivre le modèle de la France. Alors, c'est vraiment pas qu'un modèle français, c'est un modèle de dialogue, puisque c'est s'inspirer aussi de ce que savent faire nos partenaires nord-américains. Il y a un point intéressant, c'est ce dialogue permanent entre le patrimoine et la création. Ça, je pense que c'est un point intéressant. Il n'y a pas qu'un modèle français. Les États-Unis nous ont beaucoup inspirés. Il y a une exposition en ce moment au MoMA à New York sur le tissage qui est incroyable. Sam, le directeur de la Villa Médicis, citait tout à l'heure Joseph Alberts, mais il faut aussi citer Annie Alberts et toutes ces représentantes. Je parle au féminin parce que ça a été beaucoup d'artistes femmes qu'aujourd'hui le marché de l'art reconnaît autour de cet art textile, et il nous vient aussi des États-Unis. Je pense qu'il faut savoir aussi dialoguer, être à la fois fier de ce qu'on représente et humble par rapport à ce que les autres savent faire. Quels sont les canaux de communication que vous utilisez pour promouvoir les manufactures nationales justement sur ce marché américain ? Alors, je pense que la France, elle a une carte à jouer incroyable. Nos amis italiens sont extrêmement forts dans le champ du design et on leur reconnaît. Nous, on a une carte qui est celle de l'ensemblier décorateur. C'est comme savoir-faire, ça ne se traduit pas en anglais. Ensemblier, c'est pareil, c'est un mot qu'on utilise souvent en langue anglaise, qui en fait revient à mettre ensemble ce travail d'ensemblier décorateur. Alors ici, on est devant un public d'initiés, vous savez ce que c'est, mais souvent, même les Français ne savent pas. On l'utilise aux États-Unis, et je pense qu'en termes de canal de communication, cette idée du décor total, où on mélange patrimoine et création contemporaine, métier d'art et design, le tout dans un décor, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important et c'est une véritable carte de communication. On arrive, nous Français, avec un narratif formidable quand on arrive aux États-Unis. On a des ambassadeurs américains qui sont incroyables, les maisons, des référents. Je pense à Peter Marino qui en permanence se fait aussi la vitrine des savoir-faire français. Donc on a des grands ambassadeurs, on a aussi ces grands canaux qui sont nos vitrines des arts décoratifs. On parlait de la Villa Albertine et du projet Hugo Toro, mais on peut aussi parler de nos ambassades, on peut parler des grandes expositions qui tournent en permanence dans les grands musées. Et puis je pense qu'on a aussi cette chance incroyable de pouvoir participer à des foires et à des salons. Je crois que la directrice de Design Miami est ici. Design Miami qui est arrivé à Paris mais qui était évidemment avant à Miami, qui nous a accueillis à n'en parler. Il y a des grandes foires qu'on regarde, il y a Wanted Design, il y a ICFF à New York. La France y est présente au travers une marque désormais célèbre qui s'appelle We Design et qui a le mérite aussi de regrouper toute une communauté française. Un autre grand canal de diffusion, il ne faut pas l'oublier, et je le dis pour tous les artisans et les ambassadeurs des savoir-faire, c'est toutes nos galeries françaises à New York. Elles sont extrêmement bien représentées. Elles font souvent la part belle au métier d'art. Et ce sont aussi des acteurs particulièrement importants. Vous parliez il y a quelques instants de cette revue de savoir-faire qui vient de paraître, qui est dédiée au métier d'art en langue anglaise. Quel est son contenu ? Moi, j'ai vu qu'il y avait de l'art déco parce que c'est la période qui me plaît, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'art déco parce qu'on fête cette année les 100 ans de l'art déco. De l'exposition de 1925. Exactement. On fête cette année les 100 ans du Salon des artistes décorateurs qui a consacré l'art déco. L'art déco, c'est pas rien en Amérique du Nord, et on sait à quel point les Américains, au sens de l'Amérique, c'est-à-dire du Canada, et si on va jusque dans le sud de l'Amérique du Nord, au Mexique, ont su hybrider l'art déco. Donc c'est une revue qui n'est pas du tout une revue patrimoniale. Elle parle de l'art déco, mais surtout pour
dire qu'est-ce que la France veut montrer d'elle-même aujourd'hui comme elle l'a montré en 1925. En 1925, avant d'être du patrimoine, l'art déco, c'est d'abord l'ultra-modernité et une proposition des plus contemporaines. Il faut se remettre dans l'époque. Eh ben, c'est l'idée d'être aujourd'hui, en utilisant la même marqueterie de paille qu'à l'époque, la lustrerie, la plumasserie, l'ébénisterie, la menuiserie et l'ensemble des savoir-faire, comment on traduit et on génère une proposition créative contemporaine. Savoir-faire, c'est ça. C'est des artistes, c'est des artisans, c'est des designers, c'est des entreprises du patrimoine vivant, c'est des maîtres d'art qui ont tous une proposition créative contemporaine et qui ont besoin de le dire en Amérique et qui veulent le dire en anglais parce que c'est quand même mieux de s'exprimer en anglais aux États-Unis. En tout cas, je vous le conseille parce que le français, ça marche moins bien. Et cette revue, on la trouve dans toutes les représentations diplomatiques, on la trouve dans toutes les bonnes boutiques. Et ici, à Révélation, dans l'espace librairie, bien évidemment, vous pouvez vous la procurer. Exactement. Puisqu'on parlait des arts décoratifs et de l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925, sachez que le Salon international du patrimoine culturel, qui est organisé par Atelier d'Art de France, portera bien évidemment sur cette thématique. Voilà, la parenthèse est fermée. On va parler de publication avec vous, Anne, également, puisque vous avez créé un guide pratique dédié aux créateurs français. Quel est son contenu? Qu'est-ce que vous souhaitiez y mettre pour les accompagner? Alors, oui, effectivement, c'est un guide qu'on a créé avec le Mobilier National à destination des artisans qui souhaiteraient s'importer sur le marché américain. Alors, je ne vais pas en dévoiler tout puisqu'on le sort en septembre pendant la Paris Design Week. Mais globalement, on l'a pensé comme un outil avec des chiffres clés, des géographies, des rapports selon les secteurs d'activité. C'est vraiment un outil très très pratique, pas du tout théorique pour nous, et qui, encore une fois, nous permettent d'accompagner les artisans dans leur intégration économique des États-Unis. Et pour accompagner ces artisans, vous avez une équipe de 80 personnes qui est répartie sur l'ensemble des villes qu'on a citées tout à l'heure, au plus près du terrain et des Américains, évidemment, et des acteurs culturels. Comment vous les sensibilisez, ces 80 personnes, justement, au métier d'art ? Alors, parmi les 80, déjà, tous ne sont pas directement liés aux résidences, puisque, comme vous le disiez en préambule, nous, on travaille sur deux grands axes majeurs, la culture d'un côté et l'éducation et l'universitaire de l'autre, dans tous nos échanges. Mais effectivement, sur le territoire et sur les 10 villes que vous avez citées, on a des représentants de la Villa Albertine, des attachés culturels qui travaillent au plus près de tous nos résidents et qui vont les mettre en contact avec les personnes qu'il faut qu'ils rencontrent par rapport à leur projet. Et donc c'est une équipe assez formidable qui est à la fois capable, puisque sur place et en lien permanent avec des institutions et des acteurs américains, de faire le lien entre la problématique de l'artisan et le reste des Américains. On va terminer parce que le temps passe. Ouais. Il nous reste quelques minutes avant de passer à vous deux, bien évidemment. Est-ce que selon vous, il manque encore quelque chose pour donner à l'artisanat d'art français toute sa place dans le paysage culturel et économique nord-américain? C'est une question pour vous deux. Je vais commencer, tu finiras. Comme le disait Loïc, c'est un marché énorme pour les artisans français. Il y a une réelle appétence, un vrai attrait, engouement pour les artisans français. Donc ça, en termes d'intérêt, il n'y a pas de problème. Je dirais qu'il y a un coût d'entrée très fort, évidemment. Les États-Unis coûtent très cher, s'installer coûte très cher. Donc il faut trouver des modèles économiques un peu différents. Qui regroupe les forces. Je pense que ça, Steven en parlera. Et puis, une culture de l'excellence, bien sûr, mais l'excellence du service aux États-Unis, la notion de temps, la notion d'échelle aussi est différente. Et donc, je pense que pour les artisans, c'est important de comprendre ces enjeux-là. J'en avais parlé avec Isabelle, justement, il y a très longtemps, sur l'excellence du service après-vente, être capable, vraiment, quand on dit le client ROI aux États-Unis, c'est vrai, d'être capable de se mettre en quatre pour son client, c'est hyper important. Ça paraît naturel, mais ça l'est. Et surtout, une notion d'échelle aussi, puisqu'on est aux États-Unis, donc
on n'est pas tout à fait sur les mêmes rapports d'échelle, tout simplement. Les intérieurs sont immenses. Et donc, est-ce que les artisans français sont capables d'arriver à... De créer d'énormes pièces. Voilà. Voilà. Loïc. Moi, je pense que Anne a résumé un peu tous ces enjeux. Il y a cet enjeu du temps, j'y reviens, mais je me fais l'écho d'Isabelle Duberne d'Invisible Collection qui nous fait l'amitié de créer, de faire du mentorat pour nos artisans, puisque on a développé un programme avec la Villa Albertine qui consiste à emmener justement ces artisans en immersion pour leur faire découvrir tous les enjeux économiques, bien sûr, douaniers. Je pense qu'on en a encore un exemple récent des variations douanières. C'est loin, c'est cher, c'est compliqué, mais aussi et surtout culturel. Il y a une culture, il y a une philosophie du marché américain. Donc il faut s'en imprégner avant toute chose. Il faut le comprendre, et il y a des mentors qui veulent bien expliquer aux plus novices comment on pénètre un marché compliqué. Et je crois que cette notion du temps, qui est très liée au savoir-faire, il s'accélère outre-Atlantique. Et c'est un vrai défi presque philosophique pour nos métiers d'art. Steven, merci beaucoup, vous allez nous en parler tout de suite, puisque vous êtes artisan, inventeur, designer et enseignant. Vous êtes arrière-petit-fils de menuisier et petit-fils de mécanicien agricole. Un environnement familial qui a nourri évidemment votre attrait, on va le voir, pour les matériaux et l'ingénierie. Vous avez suivi une formation à l'école Boulle, et de cette dernière, vous êtes sorti major de promotion en 2008. Désormais, vous y enseignez l'ébénisterie depuis 2011. Vous avez reçu en 2017 le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie talent d'exception, mais aussi l'étoile de l'artisanat du prix L'Observeur du design. Des distinctions que vous avez donc obtenues grâce aux créations que l'on voit là, notamment à l'image, que vous développez dans votre atelier de recherche et de création en ameublement, Arca, qui est situé en région parisienne, aux côtés de 10 collaborateurs, artisans et designers. Ces créations et innovations autour du bois portent les noms de Bois Larmé, Woowood, Seawood ou encore Shoopwood. On va les développer tout de suite, je ne sais pas si ça se prononce comme cela, ça va. Quel est le principe du bois Larmé? Alors on a des photos évidemment d'illustration et cette vidéo qui vous présente au sein de votre atelier. Déjà, merci de m'avoir invité. Merci à la Villa Albertine de m'avoir accueilli et à la Fondation Bettencourt de soutenir ces démarches. Et je suis très content d'être avec Eric parce que c'est un des fondateurs d'Arca qui m'a accompagné à mes débuts. Voilà. Donc, le bois, vous vouliez parler du bois Larmé ? Oui. Le bois Larmé, en fait, c'est né à l'école Boulle. C'était un sujet où il fallait hybrider les matériaux et j'ai eu envie de placer des grilles métalliques sous le bois, grilles qu'on peut aussi faire en impression 3D. Et on a très peu finalement utilisé cette matière sur une variation de projets, mais on a fait des sacs à main pour Hermès, des Kellywood, le premier sac à main en bois de la maison Hermès, avec ce matériau qui est très résistant, qui résiste à l'eau, à tel point qu'on a fait une moto avec. Voilà, que l'on voit là. Ici. On a fait des skateboards, des coffrets. Voilà, c'est une alternative à la marqueterie. À la base, c'est un défaut, puisque attraper la perce pour un ébéniste, c'est la pire des choses. Et en fait, je maîtrise cette perce parce que je mets de la matière en dessous. Voilà. Et avec vos innovations, le mariage des matériaux n'a plus de limite. On va le voir là tout au long de cet échange avec Shoopwood, donc qui permet d'hybrider le bois avec du laiton, du cuivre, de l'acier inoxydable, du titane, du zinc ou encore de l'aluminium, de l'or et du bronze. Comment vous avez développé cette technologie et qui donne ces résultats assez bluffants? En fait, moi, je suis un grand amoureux des sciences. J'ai un grand frère qui est biologiste et qui m'a toujours sollicité et toujours éveillé à la technologie. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans l'innovation. Et l'école des mines m'a contacté parce que ils développaient des produits autour de la projection plasma. Donc il y a eu un colloque un jour. Il y avait un artiste street arter, il y avait moi, il y avait un bactériologiste. Et je me demandais ce que je faisais là d'ailleurs, mais ça m'intéressait. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la démocratisation de cette technique, un peu comme l'impression 3D à son époque. Quand ils m'ont dit qu'il y a des machines qui pouvaient faire ce procédé qui coûtait de moins en moins cher, je me suis dit, tiens, pourquoi pas développer des produits avec le bois, où on peut exploiter la légèreté du bois, son pouvoir isolant, et y ajouter des métaux pour leur pouvoir de conductibilité, l'aspect tranchant,
Donc on a imaginé des objets autour de l'art de la table. On avait travaillé sur un fumoir pour Thierry Marx, par exemple, qui, dans son restaurant du Mandarin, a fait fumer de la viande à table avec des grosses fontes qui pèsent 20 kilos. Donc du coup, on obtenait la légèreté par le bois. Et, tout l'intérieur était en aluminium pour résister à la chaleur. Et donc voilà, c'est cette passion de chercher. Pour le coup, ce procédé, il n'est pas brevetable. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à vendre de projet avec ce produit-là. Faut dire que un des grands points faibles de mon atelier, c'est l'aspect commercial. C'est pas évident de vendre toutes ces innovations. J'ai plein d'idées, mais voilà, les vendre, c'est un autre problème. Et une autre technique qu'on va présenter, c'est le cintrage du bois que vous avez choisi de combiner avec des feuilles de plastique pour en faire donc un plaquage. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous avec cette technique-là? On va voir aussi quelques exemples ici des réalisations que vous avez pu faire récemment. Alors c'est un de mes matériaux préférés parce que d'ailleurs la moto est faite aussi avec ce procédé-là. C'est une combinaison du bois armé et du bois thermoformable. Alors c'est moins impressionnant que le bois souple, le bois gonflable. Mais c'est très porteur. Pourquoi? Parce que quand on veut réaliser des cintrages en bois, soit on découpe du bois massif, sinon on moule son propre bois. Mouler son bois, ça veut dire faire son propre multipli, ça veut dire surtout faire un moule qui coûte cher, un moule qu'on jette quand on fait des pièces uniques et qui vous enferme dans des formes systématiques. Et j'ai eu envie de développer un bois aussi facile à thermoformer. Et donc nous, notre savoir-faire, ou ce que j'aime faire, c'est plaquer du bois sur des matériaux pour en copier les propriétés. Parfois le caoutchouc, et là un plastique thermoformable qui est à partir de bouteilles d'eau recyclées. Et on arrive avec cette matière en fait qu'on travaille à plat. Jusqu'au vernis, il est travaillé à plat. La dernière étape, c'est de le chauffer et de le mettre en forme. Là, on voit un énorme ruban qu'on a fait avec AW2 au plafond d'un restaurant, d'un hôtel de luxe dans les Caraïbes. Et voilà, c'est une matière qui est très très intéressante et qui amène plein de designs nouveaux. Et on va terminer avec le Woo Wood, que l'on peut voir d'ailleurs sur votre espace ici, au sein du salon Révélation. Là, vous déformez carrément le bois comme on le voit là. Oui, alors c'est des marqueteries de bois qui sont collées sur une membrane caoutchouc. C'est baqué avec du textile pour protéger les mouvements. On sait le faire avec du bois, mais on sait aussi le faire avec des métaux, récemment avec de la pierre. Et on a inventé tout un tas d'objets avec ce principe. On a fait des prototypes pour des jets privés, on a fait un concept car, on a fait ce meuble qu'on voit là qui est sans porte ni tiroir, dans lequel on doit introduire les mains, les bras pour y sortir les objets. On a fait des poches qui viennent mapper les objets. On s'est aussi automatisé, d'ailleurs à la base c'était automatisé avec de l'air pour créer des mouvements. Maintenant on automatise avec des robots. D'ailleurs à ICFF la semaine dernière on présentait pour la première fois une horloge que j'avais dessinée il y a 15 ans, dont les chiffres apparaissent et disparaissent. Ça laisse aussi passer la lumière. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités. Le collage, on l'a développé avec des ingénieurs 3M. On nous demande souvent si ça tient. Nous, on a des objets qui ont 15 ans et qui vivent toujours. Et c'est grâce à cette matière qu'on a créé l'entreprise. C'est avec cette matière qu'on a gagné le prix Bettencourt. Le jour où j'ai arrêté de le gonfler et j'en ai fait des poches de rangement pour en faire un bureau. Voilà, c'est un peu notre matière emblématique. Ouais. Et maintenant que l'on a découvert tout cela, on va évoquer le marché nord-américain, puisque tout à l'heure, Anne a présenté votre collaboration très rapidement. En 2022, vous avez intégré la Villa Albertine à New York pour promouvoir votre travail. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Je crois que 20 minutes ne veut pas être nécessaire. Il reste même plus 20 minutes, il reste 5 minutes parce qu'après il faut encore du temps de parole évidemment pour Eric. Qu'est-ce que je retiens ? Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce qui m'a surpris le plus, c'est l'engouement. Ils savent très bien ce qu'est l'artisanat d'art français. Ça m'a beaucoup étonné. Je me suis dit, on fantasme ça depuis la France, mais en réalité, ils savent très bien ce qu'on fait et qui on est. C'est extrêmement respecté. Voilà, ça m'a permis cette villa m'a permis de dessiner une collection de mobilier et ça m'a surtout permis de restructurer mon entreprise. J'avais pas de chef d'atelier et je me suis rendu compte que depuis là-bas, c'était vraiment compliqué à gérer. Donc j'ai un peu hiérarchisé et créé des postes à responsabilité dans l'atelier. Ça m'a aidé à faire ça. J'ai rencontré aussi Isabelle de Invisible Collection qui a quelques-unes de mes pièces et puis des architectes d'intérieur. Et ça m'a aussi, j'ai aussi rencontré mes 2 futurs associés
qui étaient des amis de longue date, Steven Richard et Emmanuel Barrois, qui étaient là-bas en visite tous les 2 mois pour faire une semaine de rendez-vous auprès d'architectes d'intérieur, sous VIE. Et donc comme ça fonctionnait bien avec Capucine, ils avaient à cœur de la salarier. Pour la salariée, il fallait qu'elle ait un visa. Pour qu'elle ait un visa, il fallait une entreprise. Et donc on a créé une entreprise aux USA pour continuer avec Capucine. Donc on y va tous les 2-3 mois. Plus le temps passe, enfin, avant c'était tous les 2 mois, maintenant c'est tous les 3 mois. On a aussi essayé d'autres villes, Chicago, Miami, LA, San Francisco. Et on a décidé de se concentrer sur New York. C'est la ville où on a fait le plus de rendez-vous. Il y a un peu d'activité aussi à LA. On fantasme un peu les États-Unis. C'est très compliqué de monter une entreprise là-bas, plus qu'ici. C'est très long aussi de pénétrer ce marché. Aujourd'hui, quand on est en rendez-vous, on voit des super projets, c'est très enthousiaste. Mais les projets qu'on voit sont à l'étude dans des lieux qui ne sont pas encore construits. Donc dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faudrait être encore vivant quand il faudra les fabriquer, quoi. Donc on les chiffre, mais pour l'instant, on ne les fait pas. Voilà, il faut très rapidement fournir des échantillons. Parfois, pendant plusieurs mois, on n'a pas de nouvelles. Mais j'ai envie de dire, en France aussi, hein, on a ce genre de problématique. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas décidé d'abandonner ce marché nord-américain après l'expérience avec la Villa Albertine. Non. Malgré tout ce qui se passe, je me suis donné encore 1 ou 2 ans, mais on a déjà des leads qui nous arrivent, alors pas à la hauteur des investissements. Mais voilà. Et puis on a donc créé un collectif qui s'appelle Plus 33 Collectif, en hommage au préfixe des numéros français. On a longtemps cherché un nom, c'était pas facile. Et donc c'est une super aventure avec Steven et Emmanuel. Et on propose aussi, l'argument c'est de dire on maîtrise le bois, le métal, le verre. Et donc on a la même appétence pour l'innovation aussi. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation de votre savoir-faire. Vous parliez du bois, du verre, on va parler de lumière maintenant avec vous, Éric de Dormael. Merci d'être là. Vous êtes sculpteur. Votre atelier Ombre Portée est situé à Paris. Il a été fondé en 1998 et c'est donc spécialisé dans la création et la fabrication de luminaires monumentaux sur mesure d'ailleurs, principalement en laiton, destinés à une clientèle de décorateurs, d'architectes d'intérieur et aussi de grandes marques de luxe. Vous avez fait vos études à l'école Saint-Luc de Tournai en Belgique, puis à l'école supérieure d'art graphique de Metz-en-Penningan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, à Paris. Comment cet attrait pour la lumière est né ? Mais en fait, c'est pas la lumière qui m'a intéressé en premier, c'est l'ombre. Et donc, quand j'ai commencé, je faisais partie du syndicat du luminaire et je disais que je créais du luminaire qui n'éclairait pas, ça faisait beaucoup rire. Et en fait, c'est surtout le travail de l'ombre qui m'intéresse. Je vous conseille d'ailleurs de lire le livre L'éloge de l'ombre. Je ne me souviens plus du nom. On le dira tout à l'heure, voilà, si vous voulez, à la fin de l'entretien. Et donc, mon travail, c'est vraiment de jouer avec les ombres, la réflexion et la lumière aussi, bien sûr, parce que sans lumière, il n'y a pas d'ombre, et sans ombre, il n'y a pas... non, pardon, c'est l'inverse. Et avant cela, évidemment, c'est le dessin qui est la genèse de chaque projet, car cet art occupe une place importante depuis votre enfance. On va voir quelques dessins de vos réalisations. Vous réalisez des suspensions, des appliques, des lampadaires, des lampes de table aussi. C'est le fruit d'un long travail de réflexion et une réalisation minutieuse. D'abord, de par ma formation d'art graphique, c'est le dessin. Depuis l'âge de 13 ans, je veux faire que du dessin, au grand malheur de mes parents d'ailleurs. Et à la base de tout mon travail, c'est le dessin. Avant de faire quoi que ce soit, c'est un dessin. Après, ça va être je vais peut-être passer les questions suivantes, mais après, c'est une petite maquette. Cette maquette que l'on voit là. Voilà. Je vais faire des tests de lumière dessus en réduit, mais je fais des essais de lumière. Après, on va passer au prototype, et puis après, on va passer soit en pièce unique avec ma galerie Négropontes, soit chez Ombre Portée, où on va travailler en petite série. Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tous les deux, nous, on est vraiment spécialisés dans le monumental sur mesure, ce qui intéresse énormément les Américains, parce que, comme vous disiez, ils ont beaucoup de place. Ils ont aussi beaucoup d'argent, ce qui nous permet, comme tout est fait à la main à Paris, on a des prix qui sont plutôt élevés, et donc en France, on a beaucoup de mal à vendre. Et je reviens aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure,
si on notre rentrée aux États-Unis, c'était surtout par les décorateurs, les architectes, ce que vous disiez aussi, les ensembliers. C'est comme ça que Ombre Portée est rentré dans le marché américain. Excusez-moi, j'avance. Tout va bien, je vous suis. Hein. Quel est le lieu là que l'on voit Ça, c'est à Chicago. l'image ? C'est à Chicago, c'est un immeuble d'entreprise, c'est le lobby d'un immeuble d'entreprise. Et donc c'est une pièce j'aime bien dire en technique mixte parce que j'aime pas dire ce qu'il y a dedans. C'est une base de plâtre, de plastique et du strip LED pour éclairer. Et par ailleurs, vous réalisez des pièces bien plus petites, des bijoux que l'on voit là. Alors je reviens à ce que vous m'avez posé comme question au début. Donc à la base, je fais un dessin, après je fais des petites maquettes. Et en rangeant mon atelier un jour, ça m'arrive des fois, il faut gagner de la place, tu connais ça. J'ai regroupé toutes ces petites pièces et je me suis dit, tiens, c'est amusant, on dirait une collection de bijoux. Je collectionne aussi le bijou, j'adore tout ce qui est tout le milieu du bijou. Et j'ai proposé à ma galerie pour l'événement Parcours Bijoux de participer à ce parcours au sein de la galerie Négropontes. Et enfin, vous réalisez aussi des sculptures. On en voit une là. Où trouvez-vous l'inspiration et les influences ? Alors ça, c'est une pièce que je fais en commun avec ma femme qui se cache là-bas, Agnès Bayon, qui est sculpteur et qui fait tout son travail. C'est donc les personnages que vous voyez. Et on a commencé à faire... un jour, en visitant le Brafa à Bruxelles, on s'est dit mais ça serait amusant de faire un mix, alors qu'on est deux univers totalement différents, de faire un mix de ce qu'on aime, de ce qu'on réalise et de ce qu'on fabrique. Excusez-moi, j'ai oublié la question. Non, tout va bien. Je vous demandais d'où venaient les influences et l'inspiration de ces sculptures. Alors, c'est la question piège. Pour moi, il n'y a pas quelque chose d'influence. Ce que je dirais, c'est qu'il faut tout regarder, tout visiter, tout voir, aller au cinéma, voir les défilés de mode, dans la rue, une feuille par terre. Et il y a une phrase très intéressante de Georges Lucas, je résume très rapidement, qui dit... je résume très rapidement. Ce qu'il faut, c'est réinterpréter tout ce qui existe depuis très longtemps. Voilà, tout est dit et ça peut donner envie à certains d'oser se lancer sans avoir obligatoirement une influence précise. Vos œuvres sont en vente dans une galerie à Paris, dans une autre à Senlis, mais aussi à New York et à Culver City en Californie pour les œuvres que vous avez donc en commun, notamment vous le disiez avec votre épouse Agnès Bayon. Quand avez-vous commencé, vous, à être présent sur le marché nord-américain ? Alors, par Ombre Portée, comme je disais, on a des architectes qui nous ont implanté ce que vous avez vu là à Chicago. Et puis, parce que j'ai deux activités. Mon activité de sculpteur, c'est 2013. On a fait un salon avec 17. Agnès a un galeriste à Los Angeles qui nous a proposé de faire des œuvres en commune au salon Folk Fair à San Francisco. Et donc c'était en 2017 et je voulais dire autre chose mais j'ai perdu. C'est pas grave, on va enchaîner parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quelles sont les démarches que vous avez faites pour pouvoir pénétrer justement le marché nord-américain ? Alors, sur Ombre Portée, comme je disais, c'est par les architectes. Nous, on n'a pas fait de démarche particulière. En fait, chaque fois quand on avait quand on avait une commande en France, c'était pour un projet aux États-Unis. Après, on est sur un site qui s'appelle Lumens, je crois. On est sur un site de vente en ligne aux États-Unis. Et personnellement, donc pour mon travail de sculpteur, c'est avec ma galerie qui fait le design Miami à Miami et qui faisait aussi, j'ai oublié le nom, le design art fair de New York. Vous participez effectivement à de nombreux salons internationaux. Oui. Pour quelles raisons il est essentiel pour vous d'être présent lors de ces événements ? Je dirais que le marché français est très difficile pour nous.
que le marché américain, vous le disiez, ça représente 25%, je crois, le chiffre que vous avez dit. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que nos prix sont assez élevés. Juste une petite anecdote, si j'ai le temps, Oui. sur le salon de Fogfair. Le premier soir, c'était une soirée de gala au profit du musée d'Art déco de San Francisco. Le ticket d'entrée, c'était $2500. C'est pas rien. Le lendemain matin, le galeriste nous a appelé en nous disant il faut revenir et remettre d'autres pièces et refaire tout le centre parce qu'on a tout vendu. Et donc avec Agnès, on a des pièces qui oscillent entre 2000 et 4000, 6000, 8000. Mais quand le ticket d'entrée à $2500, nos pièces, elles n'étaient pas chères du tout pour eux. Bien sûr. Voilà. Il y a quelques jours, vous avez participé à un échange avec le syndicat du luminaire sur les droits de douane aux États-Unis. Ça fait partie de l'actualité. Quelle est la situation pour vous ? Alors, mais vous devez mieux connaître ça que moi. Jusqu'au 10 juillet à peu près, je crois que c'est 10% de droits de douane. Et à partir du 10 juillet, ça passe à 20 minimum. On ne sait pas ce que M. Trump va nous réserver. On en remercie d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu une petite annonce là dans le dernier quart d'heure. Ah, Mais pas très heureuse. Pas très heureuse, vous avez l'information. Pardon. À plus 50%. Manifestement, ça remonte. Alors une petite menace l'Europe de taxer à plus de Taxer à 50%, mais bon. Ça peut encore Ça change, changer. Il y a voilà. quelques semaines, on se Ça, c'est souvient un de ce qui s'est no-maître passé bon. avec la Faut Chine. pas Voilà. céder à la panique. Juste une petite note pessimiste. 50%, c'est dramatique pour moi, pour nous, pour ma galerie. Ma galerie a déjà mis en stand-by Design Miami et le salon de New York pour voir comment ça allait se passer. Elle n'a pas annulé, mais elle a mis en stand-by. D'accord. Eh bien, on suivra ça et on espère que ça va encore changer, mais plutôt positivement pour continuer à valoriser les métiers d'art donc sur le marché nord-américain et le savoir-faire français comme on l'a présenté là depuis tout à l'heure. Il nous reste 7 minutes 30 précisément. On va vous laisser la parole. On va passer dans les rangs avec le micro. Est-ce que vous avez des questions pour nos 4 intervenants, s'il vous plaît? Alors, c'est toujours difficile de se lancer le premier ou la première et après, en général, ça se passe bien. Je voulais juste donner une note positive. Nous, on fait 60% de notre activité aux États-Unis et le mois d'avril, je ne voulais pas regarder les chiffres en me disant il ne faut pas les voir. Et ils étaient bons. Donc les Américains continuent à adorer Après, ils parlent des taxes en nous disant que c'est à nous de les absorber puisque c'est un problème européen. Donc ça, c'est plus cash comme manière de faire, mais ils continuent à acheter et à adorer ce qu'on fait. Il faut voir les annonces suivantes, mais il faut être optimiste. Merci. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Oui. On va vous apporter le micro. Une réaction pour donner une deuxième note optimiste. Je pense qu'en tant que mécène, c'est encore plus important pour nous d'être aux côtés d'une résidence comme la Villa Albertine dans le contexte actuel. C'est vrai, merci beaucoup. Ça participe effectivement... c'est l'essence même de ce qu'on fait. C'est-à-dire les relations franco-américaines, et notamment dans la culture, sont essentielles dans ces temps un peu incertains. Et on est content d'avoir... la Fondation Bettencourt-Schuller qui nous accompagne et qui continuera, j'espère, à nous accompagner. Et je pense que c'est, dans le contexte actuel, rappeler que les métiers d'art et le savoir-faire sont autant une offre culturelle qu'une offre économique. Ça permet aussi de maintenir un lien. On sait l'appétence et l'envie d'un marché pour les savoir-faire français. Je pense que dans des temps difficiles, la culture a toujours été... l'élément qui permet de fédérer et cimenter les relations. Donc il faut aussi s'appuyer sur le fort patrimoine matériel et immatériel qu'on offre et qui a toujours, je pense, été un temps fort dans ces 250 ans de relations qui n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille entre la France et les États-Unis. Merci Loïc. Steven, est-ce que vous avez un mot pour clore cette séquence? Il nous reste quelques minutes. Dire que
C'est merveilleux, toutes ces villes-là, ces concours qui sont organisés par différents organismes, les fondations. C'est dur d'innover, de créer son trou, mais c'est encore plus difficile de se maintenir. Voilà, donc peut-être que les artisans auraient aussi besoin d'aide pour se maintenir, quoi. Voilà. Quel type d'aide, quelle forme d'aide vous aimeriez avoir? Je ne sais pas. C'est forcément le nerf de la guerre, c'est les fonds pour pouvoir. Voilà, par exemple, moi je pense que je peux tenir encore 1 ou 2 ans, mais peut-être que c'est pas suffisant. Voilà. Et certainement qu'il y a d'autres entreprises qui n'ont pas eu la chance de faire une résidence artistique ou avoir la possibilité d'accéder, qui auraient besoin d'accéder à ce genre de marché. Voilà. Vous avez la Villa Albertine pour ça. D'où le guide. D'où le guide, effectivement, qui sort en septembre. Où est-ce qu'on pourra se le procurer, ce guide? Alors, à commencer par la Paris Design Week, où on va le mettre à disposition de tous les créateurs, de tous les artisans, de tous les designers. Et puis ensuite, on lancera une campagne de communication aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc à suivre sur les réseaux sociaux de la Manufacture Nationale, de la Villa Albertine, bien évidemment. Et puis Atelier d'Art de France fera sans doute le relais de ce travail collectif. Il y avait une dernière question, je crois, derrière, madame. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. J'ai une question pour monsieur Dormael. Est-ce que vous pouvez me préciser sur votre activité de grand luminaire sur mesure? Est-ce que pour cette activité-ci, vous craignez que les Américains se découragent un peu ou est-ce que comme c'est dans le luxe, ça pourrait passer? Alors oui, effectivement, d'abord c'est dans le luxe, ce sont des pièces qui coûtent très cher. Et puis en France, on doit être 2 ou 3 sociétés à faire du sur-mesure. Bon, beaucoup de sociétés font de l'accumulation, ils prennent une pièce, ils l'accumulent. Nous, vraiment, avec l'architecte, on redessine, on refait une pièce vraiment sur mesure qui coûte cher parce que toute la recherche et développement, il faut l'amortir. On repart à zéro, on respecte énormément les normes luminaires. Donc, excusez-moi, quelle était votre question ? Est-ce que vous pensez que même s'il y a une augmentation des droits de douane, vu que vous êtes dans vraiment du sur-mesure, du luxe, ça devrait passer? Alors, moi j'attends avec impatience le fascicule que vous allez éditer. Si c'est 50%, comme tu dis, pour nous c'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Je ne veux pas être pessimiste, mais 20% on peut encore... mais on en discutait là il y a 2 secondes avec Steven, 50%, ça veut dire quoi? Qu'il faut que je m'assoie sur ma marge, la galerie va le vendre, et puis moi je ne toucherai rien. Ça remet en cause totalement votre modèle économique. Tout à fait, tout à fait. Merci. Il n'y a plus de questions, je crois. Je rappelle que vous pouvez vous procurer ce savoir-faire pour travailler la langue de Shakespeare. C'est en anglais et c'est disponible donc ici au cœur du salon Révélation. Il y a un espace librairie. Vous allez pouvoir consulter et feuilleter cette revue qui est aussi présente ici. Donc n'hésitez pas à venir la consulter le temps que l'on fasse quelques photos tous ensemble. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous cet après-midi pour cette conférence donc organisée par Atelier d'Art de France. Il y a encore d'autres conférences organisées par les partenaires et les exposants ici. Vous avez le programme à l'entrée de cet espace. Bon après-midi à vous. Merci à vous.